Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Sachine Seo de Semanticeo. Avant de vous la présenter, je voudrais vous faire une petite aparté sur un sujet qui est hyper important dont on va parler aujourd'hui, c'est le référencement naturel. Donc, on ne va pas parler de tout le référencement naturel parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui en ont vaguement entendu parler, souvent en général, c'est quelque chose qu'on referme parce que c'est très technique. Donc, les référencements naturels, ce sont l'ensemble des techniques qui permettent, en tapant certains mots-clés, de faire remonter et de faire apparaître votre site Internet dans les premières places sur Google. Et ça, c'est, on va dire, un vrai métier avec beaucoup de techniques rassemblées. Et parmi toutes ces techniques, il y en a une qui s'appelle le référencement éditorial. C'est l'art de rédiger des contenus pour que justement ces contenus soient mis en bonne place sur Google lorsqu'on tape certains mots-clés. Et pour parler de ça, j'ai justement invité Sachine, qui est experte en la matière et qui va nous en parler aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue Sachine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Sandy, le plaisir est pour moi. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai bien présenté ce qu'est le référencement éditorial? C'est parfait, c'est parfait. Tu as fait la différence entre les aspects plus techniques et puis le pilier qui est celui duquel on va parler aujourd'hui, qui est vraiment la partie contenu rédigé. Donc, est-ce que tu peux en 3 mots vraiment nous expliquer qui tu es et ce que tu fais avec Semanticeo? Alors, je m'appelle Sachine, je fais du marketing depuis 20 ans et je me suis rendu compte que parfois les entreprises ont du mal à être visibles, n'ont pas forcément énormément de budget à investir en publicité et il y a une manière très simple d'être visible et comme tu l'as dit, de remonter dans les moteurs de recherche, c'est le référencement naturel. Ça passe par les mots, par les textes que tu écris et en reconnaissant ce besoin, je me suis évidemment spécialisée et formée dans le domaine et je me suis rendu compte de l'immense puissance de cette technique. Et donc, j'ai lancé en 2021 une agence qui s'appelle Semanticeo, qui est là pour apprendre aux gens à écrire de la manière la plus optimisée possible pour être visible. Oui, donc c'est tout récent en fait. Donc, c'est une compétence que tu as et que tu as formalisée récemment avec le lancement de cette agence. En fait, je me suis intéressée au marketing digital voilà 10 ans, au moment où il a commencé à émerger. Et puis, j'ai testé, je pense comme nous tous, des tas et des tas de techniques. Et celle-ci m'a paru à la fois efficace, à la fois accessible et surtout en ayant des résultats sur le long terme. Donc, j'ai approfondi, testé, retesté. Et je l'applique pour mes clients depuis 5 ou 6 ans avec vraiment des résultats très probants. Et j'ai eu envie maintenant de le formaliser et de lui donner un nom et de lui donner une identité, une entreprise, d'où Semanticeo. Ah, ben merci de partager. Alors, j'ai te faire un aveu, c'est un sujet que j'adore parce que nous, on a créé My Marketing Experience il y a maintenant 11 ans. Et clairement, le moyen qu'on a trouvé pour se faire connaître au départ, c'est qu'on a énormément créé de contenu. Je me souviens qu'on était à 2 articles par semaine, ce qui me paraît aujourd'hui complètement impossible. Mais bon, à l'époque, on avait plus de temps, on avait moins de clients aussi. Et clairement, je peux témoigner que créer ce contenu et optimiser son contenu, bah, ça marche pour développer la visibilité et surtout, c'est un vrai investissement dans la durée. Parce que c'est pas comme les pubs où quand on arrête, eh ben, ça s'arrête, la visibilité s'arrête. C'est que là, quand on arrive à créer du bon contenu, on a de la visibilité sur du long terme. Alors, bien sûr, il faut l'optimiser. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de parler de ce sujet dont tu es vraiment experte parce que je le vois concrètement tous les jours ce que tu fais. Je reçois ta newsletter qui est de très grande qualité. D'ailleurs, je le dis, si vous souhaitez creuser sur le sujet, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Sachine. Il y a énormément de choses intéressantes à apprendre. Et donc, du coup, on va plonger dans le sujet. J'avais vraiment une première question qui est, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi c'est important de travailler son texte et son contenu. Déjà, est-ce que le contenu, c'est que le texte? Je voudrais qu'on réponde à cette question. Et aussi, pourquoi c'est si important de le faire dès la conception du site? Parce qu'il y a peut-être un ordre à respecter quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que le contenu, oui, c'est important, c'est essentiel, parce que le contenu, c'est ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on propose à nos clients, nos prospects, les personnes qui cherchent. Un internaute, quand il va sur Google, c'est qu'il a une question, qui s'interroge, et nous, on apporte des réponses. Il y a nous, mais il y a les autres. Les contenus, il y en a énormément, et on est souvent plusieurs à répondre, à partager notre expérience, notre expertise sur une thématique. Et l'importance de travailler un contenu, donc un texte optimisé, ça va faire que c'est notre contenu qui sera proposé à l'internaute et il va pouvoir le lire. Et du coup, ça participe à plein d'étapes
jusqu'au moment où la personne qui a lu va peut-être s'intéresser à nous, travailler la confiance, avoir envie à terme de faire affaire avec nous, de prendre un rendez-vous, d'acheter notre service ou notre produit. À ta question, est-ce que le contenu, ce n'est que du texte? Alors, le contenu, on peut parler de vidéo, on peut parler d'images, etc. Mais ce que Google et les autres moteurs de recherche, ce qu'il va analyser, c'est les mots que tu utilises pour décrire ce que tu proposes. Donc, ça peut être évidemment un texte sur une page de site Internet, un texte dans un article de blog, mais ça peut être aussi la manière dont tu vas libeller tes photos et tes images ou la manière dont tu vas décrire un contenu vidéo, par exemple sur YouTube. Quelle que soit la plateforme que tu emploies, la manière écrite, rédigée, avec des mots, d'expliquer ce que tu partages, est ce qui va permettre à Google de comprendre et du coup de proposer ton contenu à toi en priorité par rapport aux autres. Et quand je dis les autres, je pense aux concurrents. Oui, bien sûr. Et du coup, il y a quand même un point que tu touches qui est important, c'est ça va permettre à Google d'identifier et de faire remonter. Mais il ne faut pas oublier que c'est lu par de vrais êtres humains. Donc, il faut à la fois que ce soit optimisé pour Google, mais à la fois également que la personne qui va lire ce contenu comprenne qu'on s'adresse bien à elle, qu'elle est bien au bon endroit. Donc, il y a un double objectif. En fait, pour moi, c'est comme si on travaillait en séquence, en 2 étapes. Il y a une première étape qui est indispensable, c'est celle justement de ton optimisation, ce que nous on appelle justement le référencement, qui fait que tu vas être proposé par Google. Parce que même si ta proposition, ta prestation, ton article est de qualité, mais que Google ne le propose pas, il ne sera pas lu. Et là, c'est dommage. Donc ça, on va dire que c'est ta première étape. Mais après, l'étape réellement importante, c'est celle pendant laquelle ton lecteur lit ce que tu as écrit. Et celle-là, elle est évidemment essentielle et beaucoup plus importante que la précédente, parce qu'une fois qu'il est sur ton site, s'il découvre une avalanche de mots-clés, un site qui n'est pas agréable à lire, pas fluide, et qu'il a bien compris qu'en fait, ce que tu essayes, c'est placer ton produit, ton service, etc., ben, lui, il va sortir de ton site. Donc, l'objectif, il est doublement raté. Donc, quand on écrit pour quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'internaute, c'est celui qui va lire et c'est la personne qu'on doit avoir à l'esprit tout le temps. Et la dernière chose que j'aimerais dire à ce sujet aussi, c'est qu'on écrit pour une personne qui se pose une question. Et donc, nous, on doit y répondre. Et dans une démarche de référencement comme celle que moi j'applique, avant même de commencer à écrire, on va s'interroger sur le marché auprès des consommateurs pour savoir mais de quoi ont-ils besoin, quelles sont les recherches, quel est leur vocabulaire, comment ils s'expriment pour que nous, notre article ou notre texte ou notre site répondent vraiment à leurs besoins. C'est hyper important et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça revient vraiment aux fondamentaux du marketing, à savoir à qui je m'adresse, de quoi ils ou elles ont besoin, quel est leur problème. Et donc, en fait, en listant ça, déjà, on a plein d'idées de contenu en général. Bah, nous, les marketeurs, on dit le consommateur avant tout. Il y a une seule priorité, c'est le consommateur. Et c'est vrai, même quand celui-ci est un lecteur, bien sûr. Bah, il commence par être un lecteur avant d'être un client. Enfin, il peut commencer par là. En tout cas, pour beaucoup aujourd'hui qui appliquent cette stratégie, c'est comme ça que ça commence. C'est la découverte à travers du contenu. Et puis après, bah, y a un parcours à lui faire suivre, dont d'ailleurs, ce qu'on parlait tout à l'heure, la newsletter, qui permet de fidéliser. Mais ça reste toujours par du contenu optimisé quand même. Oui. Donc, les mots, voilà, on est en 2021, mais les mots ont toujours beaucoup, beaucoup d'importance. Absolument, absolument. Et du coup, si mon site est déjà en ligne, parce que les gens qui écoutent, ils peuvent se dire « Ah là, ça a l'air intéressant, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je détruise mon site pour reconstruire un autre ?» Surtout pas. Oui, quand on sait à quel point c'est horrible, enfin c'est horrible, c'est pénible de faire des sites. Hein. Voilà, on ne va pas se mentir, c'est pénible. Donc, est-ce que je peux faire ce travail, même si j'ai déjà un site en ligne, même si, j'ai envie de dire, même si j'ai déjà des articles de blog qui existent, est-ce que c'est rattrapable? En fait, tous les moments sont bons pour travailler son référencement. Si vous avez déjà un site en ligne, j'ai envie de dire, mais quelle chance, parce qu'il y a déjà une indexation, il existe déjà au regard des algorithmes, et donc vous ne partez pas de zéro, donc c'est une chance. Et maintenant, le fait de faire une optimisation, de retravailler ces contenus va juste permettre une croissance de trafic, de visites exponentielle. Imaginons qu'on ait déjà un site, ben on va pouvoir le tester avec des outils, des logiciels qui vont permettre d'identifier ce qui manque
et on va simplement ajuster. Parfois, ça passe par réécrire, parfois, ça passe par ajouter du contenu, parfois, ça passe peut-être par changer l'ordre, la hiérarchie. C'est très simple. Si vous avez déjà des articles de blog, pareil, on les analyse, on les teste et on optimise. Donc, le travail à faire, si vous avez déjà un site, il est rapide, et surtout, il aura un résultat immédiat. Et si maintenant, vous n'avez pas encore de site, ben c'est parfait aussi, parce que vous saurez que dès le début, vous créez donc des textes, des contenus sur chacune des pages de votre site qui sera déjà optimisé. Ça veut dire qu'il sera déjà pensé pour plaire aux moteurs de recherche. Mais avoir déjà un site, c'est tout à fait le bon moment pour le faire. Et j'ai même envie de dire, les résultats seront probablement plus rapides. Rapide. Et pour il n'y a pas le travail d'indexation auprès des moteurs de recherche. Exactement. Et puis, je pense que pour les passionnés de SEO et de référencement, il n'y a jamais un moment où ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des concurrents qui apportent de nouveaux contenus. Donc, nous, peut-être qu'on était bien placés, on le serait moins bien. À tout moment, il peut y avoir des changements de l'algorithme. Il faut savoir que Google s'amuse à faire des changements 10 fois par jour. Donc, quelque chose qui fonctionnait pourrait devoir être ajusté. Donc, nous, on a beau avoir un site, tous les jours, ou allez, j'exagère, mais toutes les semaines, on peut avoir envie d'ajouter un article, un contenu, une phrase, une partie dans des questions-réponses. Donc, il n'y a pas de moment pour s'arrêter, donc il n'y a pas non plus de moment pour commencer. J'aime bien, c'est comme tu termines, il n'y a pas de moment pour s'arrêter, donc il n'y a pas de moment pour commencer. C'est très, très juste, en fait. Toujours. C'est toujours le bon moment. Bon, après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que même si c'est un processus qui peut être optimisé dans la durée, déjà commencer le travail permet d'obtenir des résultats. Le premier article optimisé sera déjà davantage lu qu'à l'époque où il ne l'était pas. Et parfois, il y a des personnes qui ont l'impression que c'est un chantier. Ils ont peut-être beaucoup de pages sur leur site internet ou déjà beaucoup d'articles et ils se disent mais je n'aurai pas le temps. En fait, même si un seul article est déjà optimisé, il y a déjà du trafic et donc des nouveaux visiteurs et potentiellement des prospects qui vont arriver. Et on peut vraiment faire ça sur la durée en se disant ben, chaque semaine ou à chaque fois que j'ai 1 heure devant moi, je fais un petit travail. Et ce petit travail va porter ses fruits. Et comme tout un site internet, c'est un écosystème qui fonctionne où l'un privilégie l'autre, ce qu'on appelle le maillage. Voilà, tout est interconnecté. Voilà, et ben, ne serait-ce qu'optimiser une page va déjà bénéficier en fait sur le site au complet. Puis on peut aussi se dire que on met ses efforts sur les pages les plus importantes au départ, sur celles où on espère peut-être plus de conversion, plutôt que sur les conditions générales de vente, par exemple. Je pense qu'il y a des pages, toi tu dis les conditions générales de vente, je pense à la page contact. Il y a des pages qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles on espère créer vraiment la relation avec cet internaute qui arrive. Mais il y a d'autres pages, celles où peut-être on présente notre métier, notre vision ou nos prestations, où là c'est important. La même chose pour des articles de blog, tout d'un coup il y a peut-être une actualité sur laquelle on a envie de rebondir parce qu'elle est vraiment adaptée pour notre métier. Là, on va optimiser parce qu'on sait que ça peut générer derrière vraiment des relations, des interactions. Mais je pense vraiment que le message, c'est une page vaut mieux qu'une autre. Et si on a le temps pour 3 pages, comme tu dis, on les sélectionne en termes de priorité et d'objectifs. Et ce sera déjà 100 fois mieux que la semaine précédente où ce n'était pas optimisé. C'est vrai, on aime beaucoup travailler dans cette mentalité de dire bah, on avance un pas après l'autre, mais au moins on avance. Au moins on s'y met, on commence. Parce que comme tu dis, on aura toujours plus de résultats que le jour d'avant où on n'avait rien fait. Oui, des personnes me disent, est-ce que je dois attendre d'avoir tout fini avant de remettre le site en ligne? Mais il ne faut même pas l'enlever. Il faut vraiment faire ça parce que c'est un travail qui n'est pas forcément visible, juste de rajouter un paragraphe ou d'en réécrire un. Donc, le site est déjà fantastique tel qu'il est et on a juste la possibilité de se dire qu'il sera nettement amélioré ensuite. Bah, écoute, tu me fais une super transition. Tu parles des résultats. Je voulais te demander quel type de résultats je peux attendre. Alors, 1, si je démarre, et 2, si j'ai déjà mon site internet. Est-ce que c'est, bien sûr, un accroissement du trafic, bien entendu, mais est-ce qu'il y a d'autres KPI, c'est-à-dire indicateurs de performance pour mesurer l'impact du référencement éditorial? Je pense que le premier indicateur, c'est celui de comment croît ton chiffre d'affaires et ton business. Finalement, le trafic, c'est une des étapes, il y en a plein.
Et à la fin, si tu as pu vendre davantage de services, de prestations, d'abonnements, de produits, bah ça, c'est ton indicateur. Et en référencement éditorial, ça peut venir de plein d'endroits. Je vois toujours le référencement comme une grande maison. Et les gens arrivent parfois par la fenêtre, par la porte-fenêtre. Tu ne sais pas par où ils rentrent. C'est toutes les entrées de ton site. Et au final, ben, ils sont là et ils s'intéressent à ta prestation. Maintenant, évidemment, le trafic en est un. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est sur quels termes, quelles expressions de recherche tu es positionné. Certains vont être importants, certains sont vraiment dans ton cœur d'activité, certains non. On a parfois des surprises en testant, en disant ben, tu es coach et pourtant tu es plus facile à trouver sous la formation. Étonnant, donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans tes mots, dans tes textes qui n'a pas été comprise par le moteur de recherche. Il peut y avoir aussi, moi j'utilise beaucoup par exemple la Google Search Console ou Google Analytics pour voir quelles sont les pages ou les articles qui sont les plus lus, quel est le trajet de l'internaute d'une page à l'autre. Sur la Google Search Console, quels sont les mots-clés qui amènent des personnes, qui intéressent les personnes sur ton contenu. Donc en fait, il y a plusieurs indicateurs, mais au final, celui qui compte, c'est de dire que tu as eu de la croissance. Tu m'as posé la question de dire combien de temps ça prend. Oui, à peu près. Hein, je sais que ce n'est pas une science exacte. Hein. Non, et ça va dépendre notamment aussi de ton ancienneté et ça va dépendre aussi de la compétitivité, on dit, de ce secteur. Si tu es sur un secteur compétitif, avec déjà d'autres acteurs qui sont très présents, peut-être que l'effort est plus grand. Moi, je vais prendre un exemple très concret que je viens de terminer. C'était une praticienne en shiatsu qui n'avait pas de visiteurs, qui n'avait pas de rendez-vous et qui avait envie de développer sa pratique. Donc, on a commencé par retravailler les textes de son site. On a ajouté un blog qui n'existait pas en écrivant des articles. Alors, comme tu disais avant, on a été rapide. On en a fait plusieurs par semaine pour aller vite. On a travaillé aussi sa fiche Google My Business, qui est aussi un élément à travailler en référencement. Et au bout de 3 semaines, elle m'a dit, en fait, mon agenda est plein. Pour le moment, j'aimerais qu'on ralentisse parce que je n'ai pas envie non plus de devoir faire attendre trop mes patients. Problème de riche, quoi. Donc, en fait, ça peut aller vraiment, vraiment vite. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est on ne va pas promettre à tout le monde d'exploser l'agenda de rendez-vous en 3 semaines, parce que dans son cas précis, c'était une pratique où ils sont peu nombreux et donc le marché était prêt à la recevoir. Bah, mais pour dire, sont peu nombreux et qu'ils ne sont pas très actifs, peut-être que ses concurrents ne font pas grand-chose non plus, en fait. Ses concurrents étaient peu nombreux, ne faisaient pas grand-chose et travaillaient sur des termes. Si maintenant on rentre un peu dans les secrets du métier, le shiatsu, ce n'est pas forcément un terme qui est cherché. Ce que les internautes vont chercher, c'est j'ai des maux de tête, j'ai des problèmes de stress, des problèmes de sommeil, des maux de ventre, des douleurs articulaires. Et en fait, ce que souvent les praticiens ne font pas forcément, c'est de rentrer par ce besoin, par ce mot qui est celui qu'utilise le prospect, ici le futur patient. Et nous, c'est ça, on a renversé la manière de parler parce qu'on a vraiment réfléchi consommateur, terminologie. Et du coup, ça a été très rapide parce qu'il a suffi d'écrire problème de digestion ou douleur menstruelle et hop, tout d'un coup, le trafic est arrivé sur son site à elle. C'est super intéressant. Bah, si je fais le parallèle avec nous, par exemple, je sais que ce n'est pas forcément des gens qui recherchent agence marketing ou qui vont drainer le plus de trafic. Ça peut être des personnes qui vont taper des expressions comme développer son business, développer son entreprise, trouver des clients. C'est beaucoup plus les préoccupations que réellement travailler avec une agence marketing, c'est pas le but ultime d'avoir une entreprise. C'est plutôt. Surtout que dans ce cas, marketing, c'est souvent un mot qui est méconnu. Donc, on ne sait pas forcément avec le mot marketing qu'est-ce qu'on peut recevoir. Ça peut arriver quand même, hein, mais on va dire que ce n'est pas le même profil de client. Mais là où je te rejoins, c'est vrai que de comprendre quelles sont les expressions qui sont recherchées et du coup, après de les multiplier. Nous, par exemple, l'article qui fonctionne le mieux et qui est pourtant très vieux, enfin très vieux, relativement vieux, c'est comment définir sa cible de client. Il est très long. Et bon, peut-être tu as un avis sur la longueur des articles qui font que ça peut avoir un impact, mais il est très long. Après, on a de la chance, c'est qu'on a un backlink de Canva France, de Canva qui vient. Donc le backlink, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais le backlink, c'est aussi une technique de référencement naturel qui permet d'optimiser le référencement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'en doute pas, c'est que le fait d'avoir ce texte qui est vraiment optimisé, ça permet d'avoir des bonnes personnes qui viennent le lire. Si tu es d'accord, je vais rebondir parce que tu as parlé de longueur. Oui, du coup, oui, je serais ravie d'avoir ton
ton mot là-dessus. C'est un grand sujet, la longueur, parce que souvent les personnes, si on pense, alors article de blog, évidemment, on peut se permettre d'être long, mais souvent sur une page d'un site internet, trop de contenu va déranger le lecteur et on parle beaucoup de ces sites épurés avec le minimum de contenu possible. Alors, il y a deux éléments à avoir à l'esprit. Comme on a dit avant, il y a évidemment le lecteur qui ne doit pas être submergé de contenu, de texte, 15 lignes à la suite dans un paragraphe lourd, indigeste. Puis d'un autre côté, on a besoin de donner de la nourriture, de la matière, des mots au moteur de recherche pour que lui comprenne de quoi on parle. Et ça, c'est ce qui s'appelle la richesse de contenu. Et la richesse, c'est vraiment dans les deux sens du terme. Riche en termes de nombre de mots, il en faut beaucoup, et riche en termes de variété. C'est ce qui s'appelle le champ sémantique, c'est les mots qui sont associés, des synonymes ou des mots qui font partie de la même thématique, qui permettent en fait à l'algorithme de comprendre que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes un expert et que vous le traitez en profondeur. Et du coup, ça va participer à la crédibilité de votre prestation. Donc, en dessous de 800 mots, c'est difficile de pouvoir avoir un bon référencement parce qu'il n'y a pas assez de richesse. Pour une page de site internet, moi je préconise 800, mais qui peut être organisée de manière très astucieuse. On a notre phrase d'accroche, on a quelques mots-clés, etc. Et on peut avoir à certains endroits du site, en savoir plus avec un petit système accordéon, avec le petit plus, qui permet, pour une personne qui a envie de rentrer dans le détail, d'en savoir plus. Mais même la personne qui ne le lira jamais, c'est pas grave, parce que l'objectif ici était de donner des termes clairs et de donner une cohérence dans notre contenu au moteur de recherche. Après, pour un article de blog, en dessous de 1200 mots, c'est dommage parce qu'on perd des opportunités de visibilité. Aujourd'hui, Google est plutôt content avec 2000 et les dernières tendances 2021 sont d'aller plutôt vers 3000. Alors, voilà. 3000, ça veut dire qu'on va y passer beaucoup de temps. Tout le monde n'a pas forcément ni l'envie, ni le temps, ni forcément même le plaisir d'écrire des textes. Ni courage. Alors, 1000 vaut toujours mieux que 0. Il faut toujours être dans cet esprit-là. Et on peut se dire, et ça c'est une technique qui s'appelle le cocon sémantique, on peut avoir un article pilier et après des articles plus courts qui rentrent dans un petit détail ou dans une spécialisation à droite ou à gauche. On peut se dire qu'il y a un article sur lequel on va mettre beaucoup d'énergie qui fera 1500, 2000 mots. Et puis ensuite, on peut se dire qu'on a des articles plus courts qui rentrent dans une facette de cette thématique-là et qui sont plus lourds. Qui sont plus courts. Donc, pas de règle, de nouveau, absolue, parce que même 500 mots, c'est mieux que 0. J'aime beaucoup. C'est tellement ma philosophie et notre philosophie chez Email Marketing Experience que vraiment j'adhère complètement. Et donc, je voudrais juste revenir sur l'exemple que tu donnais parce pour que ce soit bien clair pour tout le monde quand tu as parlé de ce petit accordéon sur une page. Donc, en fait, globalement, ce que Sachin disait, je vais le redire, tu m'arrêtes si j'ai faux. Oui, bien sûr. On peut faire une page de son site qui est très riche avec beaucoup de contenu pour optimiser le référencement avec plein de mots et autour de ce cocon sémantique dont tu as parlé, mais visuellement, que ça reste agréable et léger pour le visiteur en utilisant ces petits systèmes d'accordéon, ou moi j'appelle ça des fois les ascenseurs, où en fait, on doit cliquer pour que le contenu apparaisse. Et donc, visuellement, si on ne clique pas, ça reste assez allégé, mais en revanche, pour Google, le contenu, il est bien sur la page. C'est juste un moyen différent de l'afficher. Donc, c'est une petite ruse que tu nous as donnée pour que esthétiquement, ce ne soit pas des gros pavés et pas forcément indigestes. C'est d'ailleurs souvent ce qui est utilisé pour les FAQ, Frequently Asked Questions. Oui, c'est ça. Plutôt que de mettre des trucs comme ça, en fait, on clique pour faire dérouler, mais en réalité, pour Google, ça reste une seule et même page. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir le texte, d'avoir le contenu. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est quand même de faire en sorte que ce soit digeste. Alors, je vais peut-être juste là faire un gros attention, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Ah, mais du coup, je peux mettre un bloc de texte en bas, truffé de mots-clés, écrit en blanc sur fond blanc, personne ne le verra. » Google a aujourd'hui le moyen de comprendre ces ruses. Donc, surtout pas. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Quelqu'un qui m'a dit « En fait, j'ai compris et je vais faire du blanc sur fond blanc. » Non, parce que Google identifie que vous êtes en train d'essayer d'être sournois et de tricher la machine. Donc, et lui va aussi identifier quand on fait juste aligner des mots-clés, il a besoin d'une phrase. Donc, il a vraiment besoin que le texte soit un vrai texte construit, sujet, verbe, complément. Parce qu'il reconnaît les syntaxes, en fait.
il reconnaît et pour lui, ça a du poids justement parce qu'il cherche une bonne expérience utilisateur pour l'internaute. Donc, si nous, tout ce qu'on fait, c'est aligner des mots-clés, ce ne sera pas agréable à lire, donc mauvaise expérience. Donc, ne soyons pas... voilà, les astuces de Sioux, c'est non, surtout pas. Par contre, un texte bien rédigé qui apparaît sous une forme de petit ascenseur, petit accordéon ou en cliquant sur en savoir plus ou sur un petit signe plus pour dérouler davantage de texte, ça c'est tout à fait, en fait ça revient quasiment au même. Et l'autre chose, c'est qu'on peut aussi donner de l'importance à certains textes en mettant, alors là on rentre un peu dans la technique, mais en les mettant dans une hiérarchie, ça s'appelle les balises H, ce sont des balises de titres, comme dans un livre où on va avoir un titre, un sous-titre, un intertitre. La même chose ici dans un texte web, on peut donner plus d'importance et c'est pour ça par exemple que les FAQ, on peut avoir la question en balise par exemple H2, H3 et après la réponse. Et comme dans la question, on pose la question de l'internaute, en fait ça a beaucoup de poids et ça plaît à Google. Ah, merci pour cette astuce. Mais je t'en prie. Moi, on gère pas mal de sites web, de création de sites web, et on en a beaucoup géré dans notre parcours. Et je pense que ce serait important de parler au niveau des contenus. C'est en général quelque chose que les gens, enfin, ouais, s'ils peuvent ne pas le faire, s'ils peuvent y échapper, ils le font bien volontiers. Mais à ton avis, quels sont les membres de l'équipe ou qui sont les personnes à impliquer dans la création des contenus du site internet? Alors, je ne dis pas forcément les personnes qui doivent le rédiger, mais on peut ne pas rédiger, mais être concerné et impliqué dans le processus. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour une bonne gestion de création des contenus optimisés pour le référencement? Alors là, c'est assez simple. Je pense qu'il n'y a aucune personne de l'entreprise qui n'est pas riche et précieuse en termes d'idées. Je prends par exemple le service client. En marketing, c'est peut-être des personnes où on ne pense pas directement à les impliquer et pourtant, elles ou ils ont toujours au téléphone des clients satisfaits ou insatisfaits et mécontents. Donc eux, ils vont savoir les demandes, les requêtes, les plaintes des clients. Donc ça pourrait tout à fait être des sujets à aborder en contenu. Les questions qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre. Les questions qui reviennent tout le temps et là où ça devient peut-être chaud et où il faut adresser avec une réponse. Je pense aux commerciaux ou les représentants qui sont tout le temps au contact du client, qui sont les personnes les plus adaptées pour verbaliser ce que ressent le besoin du client. Après, il va y avoir évidemment les équipes marketing, les équipes de communication, qui seront probablement d'ailleurs celles qui vont soit créer le contenu rédigé ou en tout cas essayer de formaliser avec un calendrier de publication, etc. Mais vraiment, aucune personne n'est à sous-estimer. Moi, j'ai toujours aimé donner la parole à tout le monde dans une entreprise. Donc, des petites séances rapides qui peuvent durer une petite demi-heure, qui sont là pour générer des idées, etc. Je me rappelle d'une entreprise pour laquelle on ne pouvait pas faire de publicité payante. C'était dans le domaine de la cigarette électronique. Donc, on était obligé de travailler en contenu SEO, justement. Et on s'est mis en projet de créer un gros blog. Donc, ça voulait dire beaucoup de production. On a pris un flipchart et on a écrit les idées. Et chaque fois que quelqu'un avait une idée en revenant des WC ou en revenant du repas de midi, hop, on l'écrivait. Et ensuite, qui doit produire le contenu? Parce qu'évidemment, plus on a d'idées, plus il va falloir dédier du temps derrière. J'ai envie de dire les gens qui aiment écrire. Dans notre cas, on était 3. Moi, j'étais la consultante marketing, j'aime écrire, donc évidemment, j'en prenais volontiers. On avait une stagiaire qui avait une très belle plume, qui écrivait aussi et qui en écrivait beaucoup parce que son emploi du temps le permettait. Et la secrétaire de direction aimait beaucoup écrire, avait elle aussi justement souvent le client au téléphone, donc elle avait un langage qui était très direct et adapté au lecteur. Donc on était 3 à écrire, on s'était chacune fixé un article par semaine, on avait besoin d'aller vite. Et le fait d'être 3, après l'optimisation SEO, moi je m'en chargeais parce que c'était une compétence que les 2 autres n'avaient pas encore. Mais ça va très vite après, une fois que le texte est déjà existant. Finalement, on peut se séparer le travail. Il y a quelqu'un qui peut faire la structure, une autre personne qui peut rédiger vraiment et une autre personne derrière qui va faire l'optimisation. Voilà. Ça peut être vraiment un travail d'équipe. Il y a souvent des étapes en amont dans la recherche de mots-clés, de sortir ce que j'appelle un champ sémantique, ça veut dire la liste de termes qui doivent être présents dans l'article pour donner vraiment de la bonne richesse de contenu. Ça peut être fait en amont par une personne qui aime l'analyse, qui aime la recherche, qui aime la donnée.
Après, le littéraire peut avoir envie de rédiger, et puis après, la personne formée au SEO peut optimiser. Il y a pas d'unique manière de faire, mais je pense que idéalement, confier ces tâches à une personne qui apprécie l'écriture et qui a aussi de l'empathie, qui aime comprendre l'autre, ça, c'est probablement le duo gagnant. Je pense que l'empathie, je te rejoins, c'est toujours une bonne qualité lorsqu'on a pour objectif de s'adresser à quelqu'un. La capacité de se mettre à sa place et de comprendre ce qu'il ou elle ressent est hyper utile, en tout cas en marketing. Des marketeurs qui ne sont pas empathiques, je pense qu'il faut les fuir. Je pense qu'ils ont... C'est pas le bon métier, en tout cas. Et je pense qu'en parlant de rédaction, l'empathie va aussi nous permettre, et ça c'est souvent un petit risque, quand on écrit, on a envie d'être sophistiqué, on a envie d'utiliser des mots savants, on a envie voilà, on apprécie de complexifier le langage, alors que pas forcément. Il faut utiliser le langage de nos internautes, de notre cible, et c'est là où l'empathie justement fait que nous, on se met en face d'eux, au même niveau de vocabulaire, et du coup, on aura un texte qui sera impactant parce qu'il utilisera les bons termes. Ok, compris. Merci pour ces conseils, ça me donne trop envie d'écrire. Donc, du coup, tu pars quand même du principe, moi, le message que j'entends, c'est que à partir du moment où on aime écrire, où on a du plaisir à écrire, donc, sans parler de plaisir, mais au moins, c'est pas genre la corvée ultime et c'est pas rébarbatif, on peut développer les compétences pour faire du référencement éditorial. Absolument. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas de la biochimie, c'est pas, pas des vies. Voilà, ce sont des mots et ce sont des astuces, avec surtout l'emploi de beaucoup d'outils et de logiciels qui nous donnent des pistes de compréhension pour que le savoir soit accessible. Donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est, comme tu le dis, le plaisir d'écrire. Après, on parle d'articles qui font 1 page à 4, donc on n'est pas non plus... C'est pas un roman, quoi. Non, donc 1 voire 2 pages. Après, voilà, j'ai parlé des 2000 mots, des 3000 mots, mais c'est pas non plus gigantesque si on a le verbe facile. Et puis, c'est pas en 4 heures comme les dissertes à l'école. Hein. On a plus de temps. On a du temps, on peut le faire en plusieurs fois, on peut le faire quand on a l'inspiration, ça peut être à des moments de creux où on a peut-être voilà, envie de faire une activité plus créatrice. Donc, on peut le faire en plusieurs fois, on peut le faire sur une longue période. Par contre, il y a voilà, des outils, quelques connaissances à avoir. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de manières d'acquérir ces connaissances. La première, c'est de lire beaucoup. Il y a énormément de contenus, de blogs qui traitent du sujet, qui nous donnent plein de petites pistes. Et de nouveau, hein, même si on n'est pas l'expert complet du domaine, une petite piste vaut mieux que zéro piste. Donc, il y a ça, il y a de la littérature, il y a des tutos sur YouTube. Et puis après, il y a évidemment des formations. Il en existe beaucoup. Moi, j'en ai créé une qui permet de vraiment pas à pas comprendre son consommateur, avoir identifié les sujets qu'on doit traiter, travailler l'inspiration et après les techniques SEO. Et on partage évidemment tous les outils qu'on utilise au quotidien pour avoir la vérité, pas juste croire et deviner, mais pour savoir ce qui se passe sur Google. Donc moi, j'ai envie de dire lire et se former. Et la dernière alternative, pour ceux qui n'ont pas le temps, pas l'opportunité ou qui veulent, ou qui ont le budget, ou qui souhaitent plutôt se décharger de cette tâche, on peut aussi déléguer à des rédacteurs en vérifiant une petite chose. Un rédacteur n'est pas forcément un rédacteur SEO. Oui, donc, bon de oui, moi j'ai souvent des clients nouveaux qui ont des blogs très fournis avec des articles écrits par des journalistes qui l'ont écrit à la manière d'un article, qui sont extrêmement bien écrits, bien construits, fluides et agréables à lire, mais pas optimisés. Donc, juste écrire n'est pas forcément suffisant. On peut écrire bien des textes magnifiques, mais il y a en plus cette dimension référencement qu'on doit ajouter. Et là, en ce moment, j'ai dans la formation une journaliste qui écrit divinement bien, mais qui voulait se former aux petites techniques pour que ces textes puissent aussi non seulement être présentés dans un magazine ou un journal, mais avoir autant de potentiel et de performance sur le web. Eh oui, c'est super intéressant ça. Donc en fait, moi, ce que je comprends bien, c'est que soit on fait ça un peu en dilettante, on va se former on va regarder de la littérature, soit si on veut aller quand même plus vite, on peut se former et toi, tu as formalisé toute ta méthode, on va dire, avec les outils dans une formation. Oui. On mettra le lien d'ailleurs en description, comme ça, s'il y en a qui veulent aller s'informer sur ce que tu proposes, ils pourront le faire. Et puis, il y a la possibilité également de déléguer
si on a une équipe et on veut que son équipe s'en charge, ou alors on préfère déléguer à une entreprise. Et du coup, vous le faites aussi, vous, ça? Oui, nous, on fait aussi de la rédaction, que ce soit des articles, que ce soit les sites au complet, ou que ce soit même des newsletters, des articles, des posts sur les réseaux sociaux. La rédaction fait partie, en sachant que la rédaction veut dire qu'on va, entre guillemets, toujours dépendre d'une source externe et qu'il faut être sûr, il y a vraiment une notion, quand on parle de référencement, de régularité et de long terme. Et des fois, je sais qu'une entreprise peut se porter bien à un moment et moins bien à un autre. Et si on a la possibilité d'acquérir la compétence en interne, c'est toujours la direction que je vais privilégier parce qu'elle est durable. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que travailler son référencement, ça va être efficace aujourd'hui. On a parlé du délai des premiers résultats, mais ça va être efficace encore dans 5 ans ou dans 10 ans. Tu parlais de ton article. C'est vrai, non, mais moi, tu prêches plus qu'une convertie. Voilà. Donc, c'est vraiment un matelas de sécurité. Oui, absolument. Alors après, on l'a dit, hein, c'est une technique et il y en a d'autres également. Mais aujourd'hui, le contenu lui-même optimisé pour le référencement, ça a du poids et ça a de l'impact pour Google. Je voulais te dire un immense merci, Sachine, parce que tu nous as partagé vraiment plein d'informations, plein de pépites. Tu vois, c'est pas que j'ignorais tout, hein, bien entendu, parce que c'est un domaine que j'adore et je lis énormément, mais je trouve que tu l'as super bien résumé et tout était très clair. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à toi, Sandy. J'ai adoré déjà tes questions, j'ai adoré y répondre et j'aime beaucoup parler de ce que je fais, donc c'était une joie. On sent, hein. On sent que ça te passionne. Donc voilà, beaucoup de plaisir et si ce podcast peut permettre à une ou deux personnes d'améliorer leur visibilité et leur contenu, ce sera objectif atteint. Ce sera gagné. Je suis sûre qu'il y en aura plus qu'une ou deux. Ça va déjà planter une petite graine et qui va commencer à s'y mettre. Pour nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans une semaine. Merci, Sachine. Donc, je répète, tout est en description si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.